Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Nous sommes toujours du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est à Angonje, dans le nord de la capitale gabonaise, où se tiennent les assises nationales inclusives. C'est le dialogue. Et nous sommes avec une invitée, Jannick Dandong, membre de la sous-commission agriculture et environnement. Merci d'accepter de répondre à l'invitation de Gabon 24. C'est moi, merci à vous. Alors peut-être pour commencer, quelle est votre appréciation de la tenue de ce dialogue national inclusif ? Une appréciation simplement positive parce que c'est une première de faire participer tous les Gabonais à un tel événement. Oui. Donc, pour l'instant, on est satisfait et on travaille pour que les choses aillent toujours dans ce sens-là. Alors, vous faites partie d'une commission et même d'une sous-commission thématique. Comment se passe déjà, avant de rentrer même dans la problématique de l'agriculture et de celle de l'environnement, comment se passe le travail en commission ? Avec un esprit libre, tout se passe de façon ouverte. Tous les participants, tous les panélistes ont droit à la parole et tout ce qui est présenté et tout ce qui est dit est bien apprécié, bien considéré par tous les membres qui y sont. D'accord, vous avez la possibilité de faire vos propositions sur la base des contributions qui ont été fournies au préalable ? Tout à fait, toutes les propositions sont prises en compte et après, pour les jours à venir, parce qu'on en a quand même pour un bon moment ici, on aura le temps d'étudier toutes les propositions qui se font et puis on verra la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie d'une sous-commission agriculture et environnement. On a beaucoup reproché au Gabon de baser son économie sur toute l'activité en rapport avec le pétrole, les mines, mais pas une activité économique assez diversifiée. Est-ce qu'aujourd'hui, ou du moins au sortir de ce dialogue national, vous pensez qu'on pourra avoir une stratégie claire pour lancer l'agriculture au niveau du Gabon ? Écoutez, c'est le but, on en parle. Je pense que pour ma part et pour toutes les personnes qui participent, nos idées vont un peu dans le même sens, celle de revenir aux fondamentaux. Donc, je pense qu'au sortir d'ici, on aura pas mal de propositions, on aura pas mal de solutions, par rapport à tout le travail qui se fait actuellement. Le Gabonais, contrairement au Camerounais, par exemple, est habitué à une agriculture de subsistance. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un effort à faire au niveau des mentalités pour se tourner vers cette agriculture finalement souhaitée et qui pourrait être plus industrialisée ? La principale chose à faire, c'est de sensibiliser. Il faut d'abord sensibiliser, ramener les populations à comprendre que l'agriculture, c'est une banque en or qui est très négligée maintenant par la nouvelle génération et qu'il va falloir se retourner de ce côté-là comme le faisait à l'époque de nos grands-parents. Vous savez, je suis originaire de Wolentem et d'après les histoires et le vécu de mes aînés, parce que j'ai des aînés qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui disent que à l'époque, quand on faisait l'agriculture du cacao, on appelait ça la bourse. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être fonctionnaire, on n'avait pas besoin de travailler ailleurs. C'était ça même l'essence l'essence de l'économie du Wolentemois. C'est pas pour faire, c'est pas pour. Bien sûr, aller on a voilà. toujours su que le Wolentem était à fort potentiel agricole, Voilà. Cette province à fort Exactement. potentiel agricole. Donc si on pouvait repartir sur cette base-là en sensibilisant les populations de toutes les provinces, pas que le Wolentem, on a des valeurs dans toutes les provinces, dans les 9 provinces du Gabon. Donc, c'est d'abord la sensibilisation et derrière la sensibilisation, les populations comprendront que on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose de très important. Alors, il y a quand même eu le programme Graines qui a été lancé en grande pompe dans la quasi-totalité du pays, mais qui n'a pas eu peut-être les résultats escomptés, si on peut se permettre de dire. Est-ce que le problème, selon vous, a été que les spéculations, les cultures n'étaient pas adaptées au niveau des sols par province? Est-ce qu'il faudrait avoir, par exemple, le café et le cacao uniquement dans le Wolentem, avoir peut-être le tubercule de manioc dans la Nyanga, etc. Ou comment il faudrait peut-être, pour avoir une idée sur la stratégie agricole que vous allez proposer aux autorités, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Mais écoutez, ce n'est pas plus mal, hein. Il faut faire justement une étude par rapport aux différentes provinces, voir quel sol peut produire par exemple du cacao, quel sol peut produire des tubercules de manioc, etc. Oui. J'en passe. Et puis je pense que après tout cela, on pourra éventuellement affecter à chaque province une agriculture particulière qui pourrait soulager toute la couche. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans la commission agriculture, ou du moins dans la sous-commission agriculture et environnement, et on a eu, c'est devenu un phénomène qui est assez répandu sur le territoire national, le conflit homme-faune. On a nos mamans qui essayent de subvenir à leurs besoins à travers l'agriculture, mais qui se voient ravager leur culture par les pachydermes. Quelles sont les propositions que vous pourriez émettre à ce sujet? Je pense que les deux parties doivent être sensibilisées. Quand je parle des deux parties, il y a les populations, donc nos mamans et nos papas dans les villages. Oui. Il y a la sensibilisation aussi au niveau de l'État, donc à travers le ministère en charge, les eaux et forêts. Et puis toutes les personnes, les ONG qui nous accompagnent justement pour limiter les dégâts concernant les pachydermes dans les villages. Mais pourquoi ne pas copier le modèle occidental? C'est-à-dire ouvrir des périodes de chasse réservées spécialement pour les pachydermes ou faire des barrières électriques, par exemple. Alors, ça existe déjà au Gabon. Les barrières électriques que l'on a, je crois, héritées du Kenya, par exemple, c'est pas suffisant. J'allais d'ailleurs vous dire, mais est-ce que la technique en elle-même, elle arrive à dissuader les pachydermes? Parce qu'on a l'impression qu'à certains endroits, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir peut-être vers les modèles qu'on avait déjà dans nos coutumes, dans nos traditions, peut-être à base de piment pour éloigner les pachydermes, etc.? Pourquoi pas, mais je pense qu'avec toutes les catastrophes, j'ai pas trop envie de me prononcer sur la question parce que justement, nous sommes en train de traiter de la question en commission. Oui. Donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. Je pense qu'il faut rajouter davantage de stratégies, des mesures de sécurité. On a parlé tout à l'heure des barrières électriques, il y en a pas suffisamment. J'ai même envie de dire, dans certains départements, il y en a carrément pas. Oui. Donc ça ne résout pas le problème. Et à côté, vous dites qu'il faut ouvrir la chasse, alors qu'on sait qu'au niveau du Gabon, c'est l'éléphant, pour ne pas le citer, c'est un animal intégralement protégé. Oui. Et on sait que l'éléphant est également ce qu'on appelle, du moins ce que les spécialistes appellent l'architecte des forêts, puisque c'est quand il prend des graines, après il va déféquer et ensuite ça permet de faire repousser les arbres pour faire le petit schéma. Mais alors si on ouvre la chasse, est-ce qu'on ne court pas le risque, puisque vous êtes aussi dans cette sous-commission, vous traitez de ces questions d'environnement, est-ce qu'on ne court pas le risque de voir finalement notre forêt perdre en volume? Non, ça poserait pas de problème. Comment on faisait à l'époque? Peut-être que les populations n'étaient pas si importantes, puisque des études ont prouvé que le Gabon étant devenu, on va dire, un petit paradis naturel, les animaux, même des pays avoisinants, viennent se réfugier ici au Gabon. Bref, on va peut-être refermer cette parenthèse pour rester sur le volet environnement. On sait que le Gabon est un champion sur ces questions, a fait beaucoup d'efforts, et même déjà au niveau du crédit carbone, on parle de beaucoup de choses. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la stratégie, surtout quand on parle aujourd'hui d'adaptation, de lutte contre les réchauffements climatiques, parce que on préserve le plus, mais en Afrique, on paye le lourd tribut? Je vais être un peu crue. À ce niveau, je demanderais simplement que tout le monde y mette la main dans le panier. Parce que, vous venez de le dire, c'est l'Afrique qui paye le coup, mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir protéger la planète. Que tous les pays se mettent à contribution, justement pour que tout se passe bien, tout simplement. Et peut-être pour terminer, quelles sont vos attentes par rapport à ce dialogue national inclusif? Écoutez, mes attentes sont de voir les choses changer.
On a déjà le président de la transition, président de la République, le général Brice Clotaire Oligui, qui nous a donné, qui a fixé le cap. Donc nous allons travailler dans ce sens-là et nous allons contribuer, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, nous allons contribuer, donner des idées de façon à ce que le cap qui nous a fixé ait tout son sens. Donc, je suis fière de participer. Je suis fière de participer à ce dialogue et je sais qu'il y a de grandes choses qui arriveront derrière. Et nous avons été ravis de vous avoir, Jannie Kildane, membre de la sous-commission Agriculture et Environnement. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Le dialogue national inclusif se poursuit du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est au nord de la capitale gabonaise. Nous vous retrouvons très vite avec un nouvel invité.